Cause commune. Chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, c'est le 40e épisode de Chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Dans Chemin de traverse, Frédéric, Élise, Mehdi, Emma et moi-même, Julie, nous espérons vous proposer de belles rencontres et mettre en avant des parcours personnels et professionnels, des passions, des engagements. Ce soir, sur le plateau de la radio Cause commune, nous recevons Pascal Oltier et Julia Mèche. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bonsoir Julia. Bonsoir. Nous faisons une émission en marge des Journées du matrimoine. Julia, qui est ici, Julia Mèche, qui participe à ces journées, va nous expliquer en quoi elles consistent et nous parler de son projet. Et nous allons découvrir une grande artiste qui fait partie du matrimoine avec Pascal. Nous allons donc découvrir une grande artiste, une pianiste, une compositrice de génie du XXe siècle qui est Odette Gartenlaub. Pascal, qui est ici ce soir, Pascal Oltier, est sa fille et qui est également musicienne. Il va nous raconter sa vie entremêlée avec celle de cette mère exceptionnelle et dont l'héritage est encore bien présent sur les bancs des écoles de musique. Car Odette Gartenlaub, comme nous allons le voir, a participé à la révolution de l'apprentissage de la musique et a produit beaucoup d'outils pédagogiques. Avant que notre discussion ne commence, je vous rappelle que nous sommes en direct sur Radio Cause commune ce mercredi 17 septembre 2025 et qu'il est 22h. Vous nous écoutez sur 93.1 en FM ou en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm sur Internet. C'est Frédéric qui est à la réalisation de l'émission ce soir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à vous, belle émission. Alors, chères auditrices et chers auditeurs, n'hésitez pas à participer à l'émission en intervenant pour poser des questions ou témoigner. Pour cela, notre téléphone est branché. Vous pouvez nous appeler au 09 72 51 55 46. Je répète, au 09 72 51 55 46. Ou alors, vous pouvez également réagir par message sur le chat de la radio que vous trouverez sur le site causecommune.fm. Vous cliquez sur le bouton chat qui est dans le menu. Et voilà, c'est parti pour l'émission. Alors, ce week-end, aura donc lieu les Journées du matrimoine, j'ai bien dit matrimoine 2025, qui seront donc du 19 au 21 septembre. Vous pouvez trouver le programme sur Internet, notamment sur le site du mouvement HF. Alors, le mouvement HF est une fédération interrégionale pour l'égalité des genres dans les arts et la culture. Donc, sur le site du mouvement HF dédié à l'Île-de-France, dont l'adresse est hf-idf.org, vous trouverez le lien sur la page de l'émission d'aujourd'hui, sur le site internet de la radio également si vous voulez. Nous avons donc avec nous Julia Mèche qui participe à ces journées. Alors Julia, à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, je participe aux Journées du matrimoine qui sont défendues par l'association HF Île-de-France et qui s'inscrivent dans le cadre des Journées du matrimoine et du patrimoine parce que ce week-end, c'est aussi du coup les Journées du patrimoine. Toute la défense de HF Île-de-France est de faire en sorte que la dénomination change finalement, qu'elle devienne les Journées du matrimoine et du patrimoine. J'ai le plaisir, la chance de participer avec non pas un, mais 2 spectacles qui sont portés par la compagnie que j'ai créée en 2022, qui s'appelle Autant pour elle. Ok, donc tu vas donc jouer sur scène. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais jouer sur scène. Je suis chanteuse d'opéra, ce qu'on appelle une cantatrice, soprano. Et on présente 2 spectacles très différents l'un de l'autre. Un premier spectacle vendredi 19, qui est un opéra comique en un acte d'une compositrice qui s'appelle Eva Delacroix, qui est une compositrice belge de la fin du 19e siècle.
Et le dimanche, un spectacle qu'on va appeler un spectacle de musique de chambre avec une chanteuse, moi, et 4 instrumentistes à la Chapelle Reille, dans le 14e arrondissement de Paris, qui est un spectacle où on a réuni des œuvres d'une dizaine de compositrices et de 4 poétesses autour du thème du silence des femmes. Ok, alors je lis la description parce que je la trouve vraiment très bien. La description sur le programme donc des Journées du matrimoine, on peut lire sur ce concert Silence. Silence peint une histoire féminine commune à travers les œuvres de compositrices et poétesses qui expriment les différentes formes de silence vécues dans l'existence d'une femme. Le mutisme, les consentements, les tabous, les expressions personnelles censurées ou les histoires oubliées. Et donc la libération de la parole et du corps pour en sortir. Absolument. Ouais. On pourrait nous dire que choisir un thème silence pour un spectacle de musique classique chanté est un peu paradoxal. Oui. Et en même temps, ça veut tout dire pour moi. C'est le fond, le sujet de ces Journées du matrimoine et aussi de la compagnie Autant pour elle, donc du coup qu'on a créée, qui est de désinvisibiliser, les femmes compositrices, que ce soit les femmes d'avant, les compositrices d'avant, donc de l'époque classique, du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle, du XXe siècle, ou d'aujourd'hui, parce que c'est pas parce qu'on en parle aujourd'hui plus, peut-être, que ça se passe moins. Il y a encore un gros problème de visibilité des compositrices, des femmes artistes, des femmes peintres aujourd'hui. Et on a la chance, dans Silence, encore une fois, d'aller plus loin dans ce propos en proposant des compositrices qui sont à la fois du XVIIe siècle, donc 18e, on commence plutôt, à une création originale faite pour ce spectacle-là, par une compositrice contemporaine qui travaille avec nous et pour nous c'est très très important de défendre son travail et de montrer qu'elle existe et que c'est pas que le combat continue encore aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Et elle s'appelle comment ? Cette compositrice s'appelle Clémentine Charuel. Je vous invite à aller regarder son travail parce que c'est vraiment très très chouette. Bon, on mettra le lien sur le site, sur la page de l'émission. Absolument. Et pour l'autre spectacle, Une ruse de Pierrette, c'est finalement un spectacle qui se prend un peu moins au sérieux par rapport à un spectacle qui a un fond militant comme Silence, beaucoup plus assumé, dans le propos en tout cas. Une ruse de Pierrette, c'est une jolie opérette, un joli opéra comique avec une histoire très mignonne, avec une très très belle musique, et c'est ça qu'on défend vraiment, et avec scénographie, costumes, décors, lumière, un vrai spectacle à présenter et montrer que les compositrices ont écrit des œuvres d'opéra c'était quand même plutôt réservé aux hommes à leur époque, même encore aujourd'hui, c'est compliqué de défendre ce type de répertoire pour une femme. Donc ça va être très sympa. Oui. Alors Une ruse de Pierrette, ce sera, on a dit, c'est au Conservatoire de Noisy-le-Sec. Voilà. Conservatoire de Noisy-le-Sec, Conservatoire Nadia et Lily Boulanger, donc, rue Saint-Denis. Et Silence, ce sera plutôt à Paris, dans le 14e, à la Chapelle Reille. Absolument. Qui est impasse Reille. Qui est une très très belle chapelle désacralisée. C'est absolument magnifique, même venez voir juste le lieu, parce que c'est très surprenant d'être dans une chapelle totalement vide. Oui. Ok, donc ça c'est samedi et dimanche. C'est vendredi et dimanche. Vendredi Silence, c'est ça ? Vendredi, Une ruse de Pierrette à Noisy-le-Sec à 19h. Et dimanche à 16h à la Chapelle Reille, le 14e. Ok. Dimanche à 16h et vendredi à 19h. Ok, bon. Absolument. Et alors,
Donc, dans tout le programme, il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a beaucoup d'autres événements, beaucoup d'autres arts qui sont représentés, comme le théâtre, le cinéma. La programmation de cette année, je trouve absolument fantastique. Le thème, ils ont la grande figure choisie pour cette année, c'est la figure de l'architecte René Gaillousté, grande figure de l'architecture dont je ne connais pas assez de choses malheureusement, et je vais aller aux expositions et pour en apprendre plus. Mais c'est vrai que ce qui est soutenu et ce qui est porté par les Journées du Matrimoine, à la même échelle que les Journées du Patrimoine, bien sûr, le font. On va pas dénigrer ce que les Journées du Patrimoine font. Mais là, on a un vrai éventail de créatrices sur ces Journées du Matrimoine. Ça va de l'architecture à la peinture, à la photo, à la musique classique, rock, au jazz, à la pédagogie. Et je trouve que c'est assez génial de pouvoir, le temps d'un week-end, se rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été là, qui sont là et qui méritent amplement d'être redécouvertes, malheureusement. Enfin, redécouvertes. Donc, la programmation a l'air très chouette. Il va falloir se décider où aller, parce qu'on ne peut pas tout faire. Exactement. Donc, le programme sur Internet, vous trouverez aux Journées du Matrimoine, vendredi, samedi, dimanche prochain. Et donc j'en ai profité pour parler des Journées du Matrimoine ce soir, puisque c'est le week-end prochain, parce que je voulais inviter Pascale Holtier, dont sa maman est compositrice. Voilà, elle est née en 1922. Voilà. Elle est décédée en 2014. Voilà. Et on essaye de revivre aussi, remettre au jour, à la lumière, les œuvres de Odette Gartenlob, la maman de Pascale Holtier. Et du coup, je trouvais que c'était une bonne opportunité pendant les Journées du Matrimoine. Complètement, j'ai pas envie de dire c'est la semaine pour le faire, mais il faudrait qu'il soit toutes les semaines. Mais c'est exactement. Ouais. Oui, et puis c'est aussi pour mettre en lumière justement ce que tu disais, c'est les difficultés en fait de percer malgré les capacités pour une femme déjà à son époque, mais toujours aussi difficile aujourd'hui, en fait. Là. Oui, c'est ça qui est absolument. Les programmations sont quand même majoritairement masculines et c'est malheureusement souvent les mêmes compositeurs qui sont proposés. On est bien d'accord. C'est pour moi un gros problème aujourd'hui de manque de diversité dans la programmation, si on parle de la programmation classique, mais en fait, si on regarde plus vastement, que ce soit la musique pop, rock actuelle, dans le rap, c'est le même problème partout. Mais oui, ce qui est dommage, c'est que pour moi, c'est vraiment lié à l'histoire de l'hétéropatriarcat et de la volonté misogyne de supprimer les femmes, parce que bien sûr qu'il y a des travails de femmes qui valent pas le coup d'être découverts, qui sont pas très intéressants, au même titre que des travails d'hommes, mais le nombre de femmes qui ont été oubliées alors que ce qu'elles ont fait était très souvent précurseur. Ça m'attriste beaucoup. Ouais. Bon, eh bien, merci Julia alors pour ces présentations et pour cette compagnie Autant pour elle. Donc, tu as créé, c'est ça ? Oui, absolument. Avec une personne ? J'ai créé la compagnie et je la gère aujourd'hui avec une autre personne, une chef d'orchestre qui s'appelle Rosa Elena Monroe Castillaro et qui est une très belle chef d'orchestre, une très belle personne et c'est un combat quotidien de gérer une compagnie à deux, mais c'est une très belle aventure. Et donc, vous allez, à part les Journées du Matrimoine, vous avez d'autres actualités, d'autres concerts de prévus ou vous préparez quelque chose ? Non, pas pour le coup, pas encore. On est en recherche, de faire tourner le spectacle, notamment Une ruse de Pierrette, qui est en fait
le tout nouveau spectacle de la compagnie, parce que la représentation de vendredi soir est la première représentation en intérieur de ce spectacle. On a déjà fait une fois en extérieur. Et l'idée est de pouvoir faire tourner nos spectacles en intérieur et en extérieur et aller chercher le public autrement. Mais on est en recherche de dates, si jamais vous avez des idées. Et ça veut dire quoi, en intérieur, en extérieur ? En intérieur, j'appelle une salle classique, une salle de spectacle où il faut que les gens viennent se déplacer, s'asseoir, réserver leur place. Et en extérieur, on a fait ce spectacle la semaine dernière, notamment avec le festival Culture Autrement, qui organise des événements classiques, baroques et un peu hétéroclites dans les jardins du 12e, du 11e arrondissement de Paris, dans les kiosques. Ok, donc c'était vraiment, vraiment en dehors. D'accord. Oui, oui. Et on a fait une ruse de Pierrette au Belvédère de Belleville, dans le parc de Belleville. Je ne sais pas si vous voyez. Dans le 20e ? Dans le 20e, absolument. Sous la pluie. C'est un petit peu compliqué. La météo n'était pas avec nous, mais c'était un très beau et très bon moment. Et on a vraiment très, très envie de faire souvent ça. De se poser quelque part et de jouer de la musique classique pour les gens, pour tout le monde. Pas que pour ceux qui ont les moyens et peuvent se déplacer dans une salle de spectacle. Oui, par exemple au parc de Belleville. Par exemple au parc de Belleville, par exemple un jour peut-être, j'espère, aux arènes de Montmartre, au milieu d'un parc, au milieu d'une rue, sur un pont. Oui. Refaire vivre un peu César et ses musiques, ses spectacles, ce théâtre dans les rues. Absolument, absolument. Cet art populaire. Qui est populaire à la base et qui a, pour moi, grandement besoin de retourner vers ça. Et vers un public, vers tous les publics et vers dans la rue en fait, tout simplement. Ouais. Bon, on est content d'entendre que tu essayes de nous préparer tout ça. Oui. Bon, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, Pascal. Donc toi, tu es donc la fille de Odette Carton-Loeb, je prononce bien? Oui, ça va. Oui. Donc, ta maman t'a eu elle avait 40 ans, 42 ans, je crois, en 1964. Voilà. 63. Donc, elle avait déjà bien commencé sa carrière. Oui, tout à fait. Oui. Elle avait une carrière de pianiste et compositrice, puisqu'elle a eu le premier Grand Prix de Rome de composition. Donc elle a été 3 ans à la Villa Médicis, et après, en rentrant, elle a fait beaucoup d'émissions de radio, énormément. Beaucoup avec Engelbrecht. C'est qui était le fondateur de l'Orchestre National. Ok. Et donc elle a passé de nombreuses années à faire des émissions radiophoniques, des compositions. Et alors ça consiste en quoi de faire des émissions radiophoniques pour elle ? Beaucoup jouer. Pendant les émissions de radio, il y avait du direct, c'est ça ? C'était... Ou enregistré ? Oui, ça a été enregistré. Tout il y a des disques enregistré à la maison de la radio, mais c'était en direct de toute façon. Ouais. Et c'était des émissions qui s'appelaient... qui avaient été créées par Engelbrecht et qui proposaient en fait à chaque fois des compositeurs différents. Et donc à chaque semaine, il fallait jouer en fait Debussy, Liszt, des tas de choses, et avec un orchestre. D'accord. Ou du piano seul, ou avec un orchestre, ou avec chanteurs ou chanteuses. Puisqu'elle a eu le premier prix du disque avec Florent pour de Debussy. Alors c'est quoi Donc elle a fait un disque et... Qui a eu un prix. Qui a eu un prix, oui, d'accord. Qui a eu un prix. Ok. Et voilà, donc elle a fait ça pendant longtemps, et puis... D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons écouter, dans quelques minutes, on a écouté un extrait d'un concerto pour piano de Robert Schumann, 2008, qu'elle aurait pu jouer à la RTP, à elle a joué, l'ORTF. Oui. Elle a joué plusieurs fois, oui. C'est un de ses compositeurs préférés.
Elle aimait beaucoup. Ok. Et alors toi, donc donc on a bien compris qu'Odette, ta maman, était compositrice, pianiste, et on verra aussi tout à l'heure qu'elle était pédagogue, voilà, qu'elle a fait beaucoup pour la pédagogie musicale. Et donc, donc toi, donc tu es née là, dans cet univers. Tu étais fille unique. Oui. Oui. Donc tu as pleinement profité. Oui, tout à fait. En fait, j'ai fait ce qu'on pourrait dire aujourd'hui un peu d'éveil musical, puisque ma chambre était juste à côté du salon où il y avait le piano. Donc, dès le matin, j'entendais le piano. Il y avait la musique tout le temps, soit des leçons, soit du travail. Parce que ma mère travaillait tout le temps, en fait. C'était. D'accord. Elle voulait toujours être prête à 500%, et en fait, elle a pratiquement fait que ça, en fait, beaucoup travaillé, malgré le fait qu'elle était douée. Mais en fait, tous les matins, à 9h du matin, j'avais droit à prélude et fugue de Bach, tous les cahiers, parce que c'était sa manière de délier les doigts, en fait. Ok. Et c'était journalier, tous les jours elle faisait ça, et elle était jamais bien loin de son piano. Elle n'aimait pas les vacances s'il n'y avait pas de piano. D'ailleurs, moi j'ai écouté plusieurs enregistrements de Odette au piano, c'est très incroyable comment elle joue. D'ailleurs, elle est qualifiée vraiment de génie. Si vous lisez des articles, il y a pas mal d'interviews d'elle ou des gens qui ont écrit des articles sur elle, et voilà, c'est vraiment une très très grande pianiste, très très grande musicienne. Et c'est pour moi, quand j'écoute ça, c'est presque surhumain, quoi, j'ai envie de dire. Et oui, donc on comprend qu'elle a beaucoup joué dès 9h du matin. Ah bah, elle tournait en rond avant, s'il fallait attendre son heure de démarrage du travail, il fallait qu'elle tourne en rond. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure des difficultés de composer pour une femme, c'est vrai qu'elle s'est toujours plaint, entre guillemets, d'être obligée, à côté de son travail de composition, de faire toutes les autres tâches que font les femmes à la maison. D'accord. Et qui, en fait, l'empêchaient, en fait, de se concentrer complètement à sa composition. Ok. Être obligée de faire les courses, toutes les tâches habituelles, en fait. C'est vrai que ça coupe, et c'est les femmes qui s'en occupent. Alors que les hommes, quand ils travaillent, ils ne font que ça. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de difficulté, justement, à comprendre, en fait, pourquoi les femmes ont plus de mal, en fait, à rentrer dans ce système artistique de création, parce qu'en fait, ils sont, eux, obligés d'avoir plusieurs tâches différentes, ce que n'ont pas les hommes, en fait. Souvent, ils font une seule chose et ils le font complètement, mais bon. Tout à fait. Je sais pas ce que tu en penses, Julia. Toi, tu vis ça. Je suis plutôt d'accord. Après, je suis optimiste à penser que ça change. Mais oui, en effet, là, en tout cas, si on parle de charge mentale et de charge sociale, de pas pouvoir décrocher de ce quotidien pour aller dans le créatif, je pense que c'est quelque chose qui résonne beaucoup chez beaucoup de femmes, en tout cas. Tout à fait, oui. À un moment donné, quand on est maman ou quand on s'occupe d'un foyer, on doit lâcher, on a des obligations, même sans être une obligation, en fait, on doit s'occuper de son enfant parce qu'on est maman, quoi. C'est ne serait-ce que par ça. Oui, mais la création, elle appelle justement à ne pas décrocher. Oui. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va venir, en fait, réellement. Parce que le travail, c'est beaucoup de choses qu'on rate, qu'on efface. Donc, il faut quand même rester concentré complètement. Si à chaque fois, il y a une idée annexe qui se met à court-circuiter, c'est beaucoup plus long, du coup, c'est beaucoup plus
difficile. Oui, en fait, on commence à travailler, à penser, à écrire des choses, et puis peut-être au bout d'une demi-heure, ou peut-être au bout d'une heure, ou peut-être au bout de 2 heures, on commence à sortir quelque chose, et puis si on est coupé au bout d'une demi-heure, ça va pas le faire. Oui, en effet, du coup, je pense que socialement, c'est beaucoup plus difficile pour une femme aujourd'hui, ou en tout cas... oui, non, toujours aujourd'hui, on va pas se mentir, de rentrer dans cette transe de travail, de création, de se couper du monde. Faut-il espérer que ça va progresser? En tout cas, on peut pas le faire tous les jours non plus, j'imagine quand même. Même dans la vie, même si on n'est pas maman, ou même parent, ou voilà. On peut pas être en mode création H24, j'imagine. Ou alors il y a une période de la vie peut-être que justement Odette Gartenlob a été à la Villa Médicis pendant 3 ans à l'Académie de musique de France à Rome. Donc là pendant 3 ans elle a pu se consacrer à son art, faire des recherches. C'est des parenthèses dans la vie qui nous permettent de faire cela. Oui, mais bon, là, c'était surtout, en fait, une récompense d'un concours. Oui. Il fallait effectivement rendre régulièrement des compositions sur des thèmes donnés ou libres. Et c'était un endroit où, effectivement, pendant 3 ans, c'était la possibilité aussi de faire des rencontres, de voyager, de faire des rencontres. Mais elle a souvent dit que 3 ans, c'était trop long. Ok. Parce que ça coupe complètement, en fait, du reste. Quand elle est rentrée, en fait, elle était complètement coupée. Les gens la connaissaient plus, en fait. Parce qu'il faut toujours être en mouvement. Et pendant un temps, il est vrai que l'Italie était quand même un réservoir magnifique au niveau artistique, mais au niveau musical, il y a tout de même un temps où ça s'est déplacé. Et en fait, c'était beaucoup plus académique. Alors que, effectivement, il y avait quand même la musique contemporaine, la musique sérielle, et que, bon, c'était quelque chose qui n'était pas apprise, ni au conservatoire, et c'était des œuvres qu'elle a pu écrire, qu'elle n'a pas souvent gardées, parce qu'elle trouvait ça, c'était trop académique. Ok. Mais par contre, on n'a pas tout jeté. Ok. C'est intéressant. Est-ce que vous avez j'imagine que chez vous, vous avez des partitions pas éditées, des milliers de choses oui, qui sont tout à fait. découvrir. Il y en a, et ils viennent juste d'être déposés à la Bibliothèque nationale. Ah, waouh, génial. Plein de manuscrits sont partis à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, tous les manuscrits. On a des œuvres qui viennent juste d'être éditées il y a pas très longtemps non plus, grâce à l'association des amis d'Odette Gartenlob, qui a réédité l'année dernière, il y a 2 ans, des œuvres inédites pour chant, d'ailleurs aussi. Parce qu'elle a écrit beaucoup aussi pour voix de femme, des œuvres qui sont pas mal, dans des textes de Maurice Carême, qu'elle connaissait. Oui. Voilà. Ok. Ça m'intéresse. Donc il faut aller à la BNF, c'est ça? Il faut aller à la BNF. Les chœurs pour Maurice Carême sont édités. Ok, ils sont édités. Okay. Et donc chez toi, le matin à 9h, tu entendais ta maman jouer du piano. Donc tout à fait. Ouais. Tu nous as dit les Bach, Et donc toute la journée, t'entendais la musique. Et donc... Oui, alors si c'est pas ma mère, c'était mon père, donc, parce que les 2 étaient musiciens. Mais oui, en fait, petite, j'entendais la musique toute la journée. Et je voulais en faire très tôt. J'ai réclamé d'en faire. Et à l'époque, ma mère considérait que j'étais trop tôt. Sauf que quand elle a commencé à dire que c'était l'âge, je voulais plus. Et c'était trop tôt à quel âge? 4 ans. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que
elle était à ce moment-là pas à la page sur l'éveil musical, qu'elle a rencontré beaucoup plus tard quand elle a commencé à faire tout son travail pédagogique. Mais voilà. Donc elle a dit c'est trop tôt, attends, et puis après toi, t'étais passée à une autre phase. Elle avait son caractère, mais je crois que j'ai aussi itéré. Ok. Alors si tu veux bien, on va continuer à parler de ça, de ton enfance auprès d'Odette. Après avoir écouté Odette jouer, donc un des concerts qu'elle aurait fait à la radio. Donc c'est un concerto pour piano, c'est ça, Allegro affettuoso. Donc on va écouter un extrait évidemment qui va durer à peu près 2-3 minutes parce qu'on peut pas tout écouter. Donc c'est un concerto pour piano de Robert Schumann. Donc là vous allez entendre Odette jouer du piano sur l'orchestre. On écoute le concerto pour piano, la partie Allegro affettuoso, un extrait. Et on se retrouve dans 3 minutes. Belle soirée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Psst, on aime. Cause Commune 93.1. Psst, on aimerait vous rencontrer. Ça vous dit ? Cause Commune ouvre ses portes chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 pour une soirée radio ouverte. Venez découvrir le studio, nous rencontrer, discuter. L'adresse du studio, 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e arrondissement. Soirée radio ouverte chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 au 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e arrondissement. On se voit bientôt ?
Nous venons d'entendre le début du concerto pour piano Allegro affettuoso de Robert Schumann. Vous écoutez l'émission Chemin de traverse. Je suis avec Pascale Autier, musicienne et fille de Odette Cartenlob, dont nous parlons de l'héritage aujourd'hui dans le cadre des Journées du matrimoine 2025. Et donc, à cette occasion, Julia Mèche est venue aussi sur le plateau nous parler de Autant pour elle, sa compagnie, et des 2 spectacles, concerts qu'elle va faire ce week-end. N'hésitez pas à participer et à intervenir en nous appelant au 09 72 51 55 46 ou par message sur le chat de la radio que vous trouverez sur le site de la radio causecommune.fm sur le bouton chat dans le menu. Alors, je suis bien désolée, je me suis trompée d'extrait de musique. C'est bien le concerto pour piano, mais je voulais vous passer les 3 dernières minutes et non les 3 premières. Voilà, je suis désolée, mais alors vraiment, allez-y sur Concerto pour piano de Schumann joué par Odette Cartenlob sur YouTube et vous écoutez les 3 dernières minutes et vous serez bluffés, désolée. Alors, on revient à notre discussion, Pascal, désolée. Donc finalement, est-ce que tu as joué de la musique ou pas? Parce qu'au début, tu voulais jouer, et puis après, quand ta maman t'a dit maintenant, t'as atteint l'âge, et toi, t'avais l'âge peut-être de réfléchir à autre chose, ou d'être un peu rebelle, ou je sais pas. Ce qui s'est passé, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, en fait. C'est que ma mère considérait la musique comme sa vie. Et donc, elle était douée. Elle a commencé ses études très petite. Elle a fait toutes ses études au conservatoire supérieur assez rapidement. Et donc, pour elle et pour moi, je n'ai jamais considéré ma mère comme une artiste exceptionnelle. Ok. Et donc, vu comment elle jouait du piano, je me disais, mais je vais jamais pouvoir jouer comme elle, hein, ou mieux qu'elle. Et donc, en fait, ça m'a complètement bloquée dans mon apprentissage. Parce que je me rendais pas compte qu'elle était exceptionnelle. Ok, donc tu t'es dit, c'est la normalité. Disais jamais. Ouais. Il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps avec elle, qui savaient même pas qu'elle était compositrice ou qu'elle était pianiste. Quand elle a eu toute sa période pédagogique, il y a des gens qui ont complètement ignoré parce qu'elle n'était pas du genre à dire ce qu'elle faisait. Elle était assez timide, avec un fort caractère, mais elle se mettait jamais en avant. Et donc, effectivement, son côté exceptionnel de sa façon de jouer et de ses compositions, en fait, je m'en suis rendu compte que tardivement. Donc toi, tu t'es dit, mais moi, faire ça, je pourrais pas. Oui, je veux dire, je me suis dit, c'est pas possible de faire aussi comme elle. Donc je me dis, je vais pas pouvoir en faire mon métier. Donc en fait, la musique, ça m'a rattrapé plus tard par la flûte à bec. Ok. Qui est toujours mon instrument d'ailleurs. Et aussi après par la pédagogie, parce que évidemment je suis tombée dedans comme Obélix, avec 2 parents musiciens et pédagogues. Oui. Donc voilà, j'ai développé des cours d'éveil musical pour les tout petits, parce que il y a 25-30 ans, il y en avait pratiquement pas du tout sur Paris. Et t'as commencé à quelle année? Commencé en quelle année, quoi? À faire ces cours d'éveil. En 2000. Ok. Donc il y a 25 ans. Voilà, parce qu'avant j'ai fait des études de théâtre. Ok, d'accord. Et donc aujourd'hui, donc on peut dire que tu es musicienne aujourd'hui. Parce que moi je t'ai entendu jouer. Alors, je sais pas, je vais pas comparer avec Odette, hein, mais quand même... Non, pas le piano, pas du tout. Non, pas le piano, mais la flûte à bec, en tout cas. La flûte à bec, c'est un peu mieux quand même. Un peu beaucoup. Mais bon, ouais. Comme disait ma mère, il faut être pris à 500%. Et moi, j'ai jamais considéré que je pouvais être, entre guillemets, capable.
Donc j'ai un peu bridé un peu les choses, oui, effectivement. Maintenant, ça va mieux, mais vu mon âge, ça va. Je risque plus rien. Mais il y a un moment où il faut se lâcher. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas d'âge pour ne pas se lâcher. C'est mieux pour tout. On ne meurt de rien. Oui. Alors maintenant, tu t'éclates quand même avec la musique. Tu aimes beaucoup jouer. Tu as des instruments. Tu t'éclates. Oui, et puis de toute façon, c'est une façon de... le ressenti de la musique, en fait, c'est quelque chose que... C'est pour ça que j'ai voulu faire aussi de l'éveil musical. C'est pour que transmettre aussi la musique, non pas en tant que cerveau, travail mental, apprentissage, mais ressenti. Même en étant petit, même les 2-3 ans, on peut avoir de l'apprentissage par imprégnation. Et puis petit à petit, ça se développe et on fait rentrer à fur et à mesure la technique qui passe aussi catastrophique qu'on peut croire. L'apprentissage d'une note n'est pas si difficile que ça. Et ça peut se faire aussi bien en partant de l'oralité. Et c'est vrai qu'en France, on a eu beaucoup de retard par rapport aux autres pays, comme la Suisse, qui a eu des méthodes actives très tôt, Dalcroze, et qui ont fait effectivement beaucoup de choses. Willems aussi. Et alors qu'en France, on considérait ça pour les femmes riches qui voulaient s'amuser, faire des mouvements corporels, alors qu'en fait, mais pendant très longtemps, c'était pas considéré comme sérieux en France. Il fallait vraiment être, j'ai envie de dire, scientifique, savant, dans ce mode-là. C'est-à-dire qu'en fait, pendant longtemps, l'apprentissage du solfège était très pénible et dévastateur, puisque ma mère, qui au départ avait une très belle voix, et sa mère pensait qu'elle aurait pu être chanteuse, a eu la voix cassée à cause des exercices de solfège de l'époque, qui n'étaient pas du tout adaptés aux voix des enfants. Ok. Et c'est à cause de ça grâce à ça, qu'elle s'est tournée vers le piano. Voilà. Et puis bon, par la suite, elle a fait la réforme de la formation musicale. Oui, donc si on part sur le sujet de la pédagogie, donc ta maman donc a été pédagogue et a été précurseur de cette nouvelle réforme avec le ministère de la Culture, je crois, ou avec les écoles de musique. Oui, avec le ministère. Elle a été appelée par le ministère pour s'occuper de la réforme en 79. Et donc, elle a été créée pour ça, la classe de CA, de formation musicale au conservatoire. À l'époque, il n'y en avait qu'un, c'était rue de Madrid, Conservatoire supérieur de musique, qui est maintenant à la Villette. Et elle a formé pendant des années tous les professeurs de formation musicale qui après rentraient dans les conservatoires de France pour apprendre aux enfants à faire de la musique et de l'apprentissage du solfège, qui ne s'appelait plus comme ça, dans les œuvres avec de la musicalité et non plus séparée de la musique, en fait. Et pour ça, donc, elle a écrit beaucoup d'ouvrages pédagogiques. D'accord, donc à partir de 1976, je vois, c'est ça ? Oui, je sais plus. Bon, voilà, dans la fin des années 70. Voilà. Donc il y a une réforme qui a commencé à se mettre en place, dont ta maman faisait partie. Donc elle était au conservatoire rue de Madrid, c'est ça, ou au conservatoire Oui, au conservatoire national supérieur. À l'époque, voilà. C'était rue de Madrid. Et c'est elle qui a travaillé avec le ministère pour mettre sur pied
cette réforme, puisqu'il ne faut pas oublier que les premiers professeurs, une fois qu'ils sont partis dans leur conservatoire, les premières années ont eu énormément de difficultés. Par exemple, il n'y avait aucun instrument d'écoute musicale dans les conservatoires. C'est quoi un instrument d'écoute musicale? Les postes de radiophonique, D'accord. pour écouter de la Pour musique. écouter de En la fait, musique. les gens n'écoutaient pas de musique dans les écoles de musique. C'est quand même un comble. Hein. Oui. Et beaucoup de difficultés avec les professeurs d'instruments qui comprenaient pas du tout le changement, le fait d'apprendre des rythmes séparés des notes, d'apprendre des noms de notes qui sont absolument pas existants dans la musique. Ça n'avait aucun sens en fait. Ok. Mais maintenant, on a oublié ça, et c'est vrai que cette réforme qui était quand même aussi pour relier les professeurs d'instruments avec les professeurs de formation musicale, de manière à travailler en fait en équipe, a été quand même plutôt maintenant mal comprise, mal développée, et elle n'a jamais pu atteindre son développement total, fait qu'aujourd'hui, on revient beaucoup en arrière. Et je pense qu'à la fin de sa vie, elle était assez désolée de ça, en fait. Ok. En fait, ça n'a pas encore été très bien compris. Ouais. Le combat, c'est un grand combat dans sa vie, la pédagogie, la façon d'apprendre la musique vivante, comme j'ai pu le lire. Donc, elle a donné beaucoup, il s'est passé beaucoup de choses, mais comme tu dis, c'est pas allé assez loin, c'est pas allé jusqu'au bout de ce que ça aurait. Oui, ça s'est dévié. En fait, les gens ont cru qu'il fallait juste écouter de la musique ou prendre des extraits d'œuvres, alors que ça demande énormément de travail, parce que l'extrait d'œuvre, il faut vraiment qu'il soit réfléchi pédagogiquement. Mais pas pris comme ça au hasard, simplement pour faire écouter de la musique ou pour faire des rythmes. Il faut vraiment que ça soit basé sur des choses assez compliquées pour les profs qui doivent beaucoup travailler. Et donc maintenant c'est un peu dévié et c'est plus beaucoup utilisé, alors qu'en fait il y a encore beaucoup de choses à apprendre de ça. Elle a écrit pas mal de cahiers, je sais pas comment on dit, de cahiers ou de manuels. Oui, énormément. Oui. Pour tous les instruments, d'ailleurs, pas que pour le... Oui, pour tous les instruments, oui. Pour aussi le déchiffrage pianistique, mais aussi déchiffrage pour tous les autres instruments. Et puis pour les enfants, pour le chant, dans les styles des œuvres, pour que les enfants puissent appréhender des univers musicaux dans leur tessiture. Par exemple, le style médiéval, le style baroque, le style classique, oui, romantique. Tout le style avec des auteurs, dans le style par exemple de Schumann, dans le style de Brahms, dans le style de Bach, voilà. Okay. Mais en étant dans les tessitures des voix adéquates. Okay. Et est-ce que je peux te demander qu'est-ce que c'est un manuel ou un cahier qu'elle aurait fait de déchiffrage instrumental? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour aider l'instrumentiste à apprendre à déchiffrer, parce qu'elle a été professeure au conservatoire de déchiffrage, parce qu'elle s'est rendue compte, c'est là qu'elle a commencé d'ailleurs à écrire ses volumes, parce qu'elle s'est rendue compte que même des instrumentistes pianistes très forts avaient énormément de mal à prendre une partition et puis la déchiffrer comme ça. Et c'est quoi, ça veut dire quoi déchiffrer? Mais c'est prendre une partition, n'importe laquelle, la mettre sous le nez et la jouer direct. D'accord. Donc en fait, ça demande une technique, voilà, ça demande... Parce que si on ne sait pas bien, du coup, c'est très lent, c'est ça? Il faut savoir déchiffrer rapidement, c'est ça Oui, c'est-à-dire que tu lis une partition sans l'avoir regardée avant, quoi. Ouais. En fait, c'est comme si tu devais... Voilà, comme si tu devais réfléchir 10 fois avant de lire un livre. D'accord.
Julia, Oui. tu dois nous quitter, c'est ça? Oui, malheureusement, je Oui. dois vous quitter, mais Oui. c'est très intéressant. Et en effet, si je dois me souvenir, Oui. finalement, j'ai déjà travaillé un peu avec des manuels de votre maman. Ah, voilà. Donc, je vous quitte sur ces mots. Oui. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci d'être venue, Julia. Merci, ravie de vous avoir Julia rencontré. Merci. Et je vous souhaite une très bonne Donc, soirée et une très bonne émission. Merci et toi, bonne journée du matrimoine. Donc voilà, Odette Gartenlob a écrit ses manuels, ses livres, a formé, a été professeur, a formé aussi les professeurs eux-mêmes à cette pédagogie, quoi, cette façon d'enseigner la musique, à cette façon de relier la théorie avec la vraie musique. Voilà, tout à fait, Ouais. oui. Il y a eu beaucoup de professeurs qui maintenant partent à la retraite, sont partis à la retraite ou ont fait autre chose. Mais ça a quand même pris une grande partie de sa vie, et parce que ça demandait énormément de travail, puisque c'était une création de poste en fait. Donc tout était à faire. Et donc c'est vrai que du coup... ses compositions, elle en a fait beaucoup moins. Elle a continué quand même à jouer un peu, à composer, mais en fait, elle a aussi beaucoup changé sa forme de composition. Et elle est devenue beaucoup plus moderne, en fait. Ok. Et d'ailleurs, Julia nous a dit que maintenant, elle se rappelait qu'elle a peut-être fait du déchiffrage ou elle a eu des leçons à chanter d'Odette. Et d'ailleurs, bon nombre de musiciens dans des écoles de musique ont donc eu la pédagogie ou des manuels d'Odette Gartenlob entre les mains. C'est ce moment dans sa vie de pédagogie qui est arrivé un peu plus tard, à partir plutôt des années 70, 80, 90. Donc, elle a moins. Est-ce qu'elle a moins fait de création? Est-ce que ça l'a empêché ce travail? Moins, oui. Oui, ça lui prenait énormément de temps. Et du coup, elle en a fait quand même encore après. Oui, parce que d'ailleurs, oui, on va écouter une musique après qui date de 1983, d'ailleurs. C'était bon. Au début de sa pédagogie, elle était quand même bien lancée. Oui, mais en fait, sa musique a beaucoup évolué depuis toutes ces années. C'est-à-dire, elle n'est jamais restée fixée sur une façon d'exprimer ce qu'elle avait envie de dire. Et c'est vrai que c'était assez surprenant parce que c'était une femme pas très grande, qui était plutôt réservée, même parfois timide, qui aimait pas le monde, qui aimait pas se mettre en avant. Et en fait, les gens étaient toujours surpris de la différence qu'il y avait entre ce qu'elle pouvait montrer être et ce qu'elle pouvait donner en fait dans ses compositions. Oui, on pouvait penser que oui, alors que oui, c'était beaucoup plus violent, beaucoup plus puissant dans ses compositions que de ce qu'elle pouvait montrer en fait dans la vie, quoi. Oui, c'est intéressant de voir qu'un artiste peut créer des choses qui sont très intérieures finalement. Oui, et puis peut-être aussi c'était sa manière d'exprimer ce qu'elle pouvait pas réellement exprimer autrement. Mais c'est vrai que la musique, elle rêvait aussi de musique. Ça faisait partie d'elle complètement. Ok, ouais. Oui, c'est vraiment, comme on est composé de 80% d'eau.
Voilà, elle c'est ça. est composée de 80% de musique. ouais. Ouais. Et puis elle entendait tout, hein. Elle entendait, c'est vrai qu'elle avait l'oreille absolue, mais en dehors de ça, dans sa tête, elle pouvait entendre tout. Ouais, c'est assez incroyable. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, quand elle parlait, elle avait beaucoup de retenue. Elle disait, c'était quand même, par exemple, j'ai lu, parce que bon, il y a eu, on va en parler, il y a eu un livre sur elle, il y a eu beaucoup d'articles, enfin, j'ai vu des interviews. D'ailleurs, j'ai mis une interview qui m'a beaucoup plu, qui est très longue sur la page de l'émission. J'ai mis le lien. Elle dit comme ça, c'était quelque chose. Au lieu de dire, c'était épouvantable, extraordinaire, c'était invivable, je sais pas, avec des mots pas très forts. Elle était, comme tu dis, assez réservée, alors qu'elle a quand même vécu des choses très, très, très fortes et horribles, par exemple pendant la guerre. Et c'est vrai qu'elle a quand même vécu des choses qui peuvent s'exprimer après dans sa musique aussi. Elle était par exemple professeure au Conservatoire national, au CNSMD, le Conservatoire national de Paris, pendant la guerre, la montée du nazisme et la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ça a été un gros problème. On lui a demandé d'arrêter, de quitter le conservatoire de par ses origines. Oui, elle a été mise à la porte, comme beaucoup d'autres professeurs. Elle était élève à ce moment-là. Mais après la guerre, elle a reçu des lettres même de très grands compositeurs français qui leur demandaient de sa présence au conservatoire parce qu'ils savaient qu'elle était entre guillemets hors du commun quand même. Et elle a tellement été vexée d'avoir pas été soutenue par le conservatoire que pendant un moment elle a refusé de continuer. Mais bon, après il y a des très belles lettres qui sont maintenant à la Bibliothèque nationale de Messiaen par exemple, réclamant à sa classe, ou de Darius Milhaud. Pour effectivement montrer à quel point elle était quand même reconnue en tant qu'élève comme quelqu'un d'exceptionnel, ce qui n'a pas été très développé en fait par la suite. Je pense que elle disait toujours un peu côté taquin, en disant qu'elle avait toujours écrit au Gartenlaube sur ses cahiers pédagogiques pour que les gens ne sachent pas qu'elle était une femme, parce qu'elle considérait qu'elle avait moins de chance en fait d'y arriver. Et d'ailleurs, certains de ses élèves ont cru au départ qu'elle s'appelait Olivier. Ok. Et voilà. Que ces ouvrages pédagogiques avaient été faits par Anne. Ouais. Donc c'est... Oui. Ouais. Oui, ça c'est pas bon pour le matrimoine. Ah, voilà. Oui, ça c'est vraiment le gros problème. Et donc toi donc quand tu étais adolescente, quand tu as commencé, quand t'as été faire du théâtre, du coup tu jouais pas du tout de musique? Non, j'ai arrêté pendant un petit moment. Ouais, c'était... Je pensais pas que j'étais capable, hein, et tout. Encore un... Et tu chantais pas, non, le chant, c'est pas mon truc, en fait. Hein, non, oui. Pas du tout. Mais c'est vrai que... Non, j'écoutais beaucoup de musique. Mais bon, après... j'ai quand même été assez intéressée par le baroque, en fait. C'est ma musique préférée, malheureusement. Un peu moins la musique contemporaine. Mais c'est vrai que
C'est toujours problématique d'avoir des parents qui ont un très fort niveau pour pouvoir faire quelque chose. Soit on essaye d'être en opposition, je pense que ce que j'ai essayé de faire, soit on fait la même chose, mais il faut de toute façon être... On était quand même un peu en conflit avec ma mère, hein, de toute façon, pendant longtemps, mais beaucoup d'incompréhension. Je pense que le fait d'avoir autant d'écart entre son âge et ma naissance lui a fait croire, en fait, qu'elle était pas trop aimée par moi, en fait. Ok. Elle a toujours cru que je préférais mon papa. Ok. Mais en fait, aussi... c'est pas obligatoire. Hein, oui, c'est aussi les c'est pas parce qu'on est en conflit que peut-être qu'on est en fait plus proche qu'on le croit. Oui. Je pense que plus une symbiose peut-être qui finit par être conflictuelle plutôt que le fait de t'es pas aimé. Oui. Mais j'ai eu des parents formidables. Oui. oui, mais non. Et ton papa, lui, comment ça se passait avec tout le génie de sa femme? Ah, c'était... En fait, il avait un autre chemin musical qui fait qu'ils étaient complémentaires. Ok. Et donc, ils ont eu des liens très forts musicalement. Ils se sont apportés les uns aux autres, puisqu'ils venaient d'horizons différents. Et il avait une grande admiration, hein. De toute façon, ça pouvait pas en être autrement. Et puis c'était des vrais pierruches, hein. Ils ont failli mourir le même jour tous les deux ensemble, là. Puisque mon père a eu un AVC et il s'est pas réveillé le matin, et le soir du même jour, ma mère a eu une crise cardiaque. Ok. Ouais. Donc ils étaient vraiment très attachés l'un à l'autre. Et c'était en quelle année? En 2002. Ok. Et ta maman s'en est remise et... Enfin, de la crise cardiaque, je parle. Oui, sa crise cardiaque, elle s'en est remise du départ de mon papa Bernard Holtier, ça a été plus compliqué. Oui, parce qu'en fait, voilà, c'est vrai que ça a été violent et inattendu. Oui. Mais ça l'a pas empêché de continuer de faire de la musique, de composer et de continuer à jouer. Mais il y avait, pour elle, ouais. Il y avait une forte fusion, un fort amour entre deux. Ah oui, oui, c'était assez... Ils s'entendaient beaucoup, et puis ils faisaient beaucoup de choses ensemble, des stages de musique ensemble. Il y a eu... et ils avaient des caractères complètement différents. Et toi alors, tu as fait du théâtre? Donc ça, j'apprends, je savais pas, ou alors j'ai peut-être oublié, mais... Oui, j'ai fait des études de théâtre, et après, j'ai fait beaucoup d'escrime, en fait, pour le théâtre. Okay. J'ai monté des combats scéniques, des choses comme ça. D'accord. Et puis après, je suis retournée vers la musique. Oui. Donc, on va parler après de ce que tu fais avec l'association, des expositions. Moi, je sais pas si on l'aura compris, mais je te connais parce que je t'ai rencontré parce que je joue de la flûte à bec aussi, et donc nous sommes devenus amis. Et bon, il y a des choses que je découvre ce soir quand même.
Et donc j'ai été voir une conférence sur ta maman, j'ai lu des choses, j'ai lu le livre, voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de t'inviter à l'émission, même si tu es une grande amie à moi. Moi, je te remercie. Voilà, parce que voilà, et puis moi je trouve quand même que tu as vraiment une très belle oreille, une très belle musicalité, une très belle musique, donc c'est sûr que entre le fait de ton propre talent, de ton propre travail, parce que tu travailles quand même beaucoup la musique, évidemment, ça se sent que tu as baigné dedans. Hein. Je pense que peut-être Odette, elle avait 80% de musique, mais toi, tu dois en avoir 50 C'est gentil, merci. Dans le corps, parce qu'on sent bien que ça, voilà, tout ce que tu me dis pendant qu'on joue, tout ce que tu joues, on sent bien que voilà, toute la musique est vide en toi. Alors, on va parler de tout ça après, et en attendant, on va écouter une autre musique. Alors, cette fois-ci, c'est pas Odette Carton-Loeb qui joue Schumann, mais c'est une création de Odette Carton-Loeb qui s'appelle Étude concertante pour alto solo, qui a été composée en 1983. Donc c'est un extrait, cette fois-ci ça sera le bon, parce que c'est très long. Alors la musique classique en général c'est très long, donc j'ai découpé un extrait avec Pascal, hein, bien sûr, j'ai pas tout choisi toute seule. Alors on écoute l'étude concertante pour alto solo de Odette Carton-Loeb, et on se retrouve dans 3 minutes, et belle soirée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Psst, on aimerait vous rencontrer. Ça vous dit ? Cause Commune ouvre ses portes chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 pour une soirée radio ouverte. Venez découvrir le studio, nous rencontrer, discuter. L'adresse du studio, 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e arrondissement. Soirée radio ouverte chaque premier vendredi du mois
à partir de 19h30 au 22 rue Bernard Dimet, Paris 18e arrondissement. On se voit bientôt. Nous venons d'entendre une étude pour alto, écrite par Odette Gartenlob en 1983. Vous écoutez l'émission Chemin de traverse et je suis avec Pascale Holtier, musicienne et fille de Odette Gartenlob, dont nous parlons de l'héritage aujourd'hui dans le cadre des Journées du matrimoine. N'hésitez pas à participer et à intervenir en nous appelant au 09 72 51 55 46, 09 72 51 55 46 ou par message sur le chat de la radio que vous trouverez sur le site de la radio causecommune.fm en cliquant sur le bouton chat qui se trouve dans le menu. Alors donc nous avons entendu une étude pour alto. Donc alto c'est donc de la famille des violons. Donc c'est un violon un peu plus gros que le violon. Tout à fait. Qui est un peu plus grave. Voilà. J'ai bien retenu ma leçon. Voilà, plus l'instrument est grand, plus le son est grave. Voilà. En général. Donc les flûtes à bec, c'est pareil. Alors on a eu une émission sur la flûte à bec avec Michel Tellier, donc que Pascal évidemment connaît très bien. Donc c'était l'année dernière au mois de décembre. Je ne sais plus le numéro d'émission où on a parlé de la flûte à bec, de la flûte à bec qui a plusieurs tailles, c'est ça ? Oui. Tout à fait, oui. Il y a même des flûtes assez grandes, basses, et même plus graves que la basse encore, et qu'on n'utilise pas beaucoup. Oui. donc voilà. Alors, Odette Gartenlob, qui donc était une compositrice et qui a composé, alors j'ai regardé, elle a composé, alors je sais plus exactement le chiffre, c'est 150 œuvres, c'est ça ? Elle a composé énormément d'œuvres pédagogiques, elle a composé aussi pas mal d'œuvres pour des instruments différents, beaucoup aussi de compositions pour les concours, concours de piano, d'Épinal par exemple, pour les concours d'instruments aussi, concours pour basson, elle a écrit pour basson, elle a écrit pour trompette, elle a écrit des œuvres aussi pour harpe, pour 5 harpes aussi, pour 2 pianos, 4 pianos, donc clarinette, elle a écrit un concert pour clarinette aussi, concerto pour clarinette, concerto pour piano, concerto de flûte. En fait, elle a écrit beaucoup d'instruments, sachant que elle avait quand même beaucoup de préférence pour les cuivres. Et elle adorait aussi l'orchestre. Donc, c'est un magnifique concerto de piano et un magnifique concerto de flûte traversière. Mais quand on dit concerto de piano, concerto de flûte traversière, il y a l'orchestre qui joue avec l'instrument solo. C'est ça ? Ouais. Oui, je vois les cuivres comme la trompette, le cor. Oui, elle a écrit des quintettes, quintettes pour cuivre. Elle a écrit des œuvres assez intéressantes qui ont été éditées il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et elle a utilisé aussi beaucoup la voix dans certaines œuvres, mais sans parole. Ok, musique contemporaine. Oui. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont encore à découvrir, puisque elle n'a pas été encore énormément jouée, et parce que elle n'a pas. C'est assez difficile à jouer déjà. Et ensuite, parce que je pense qu'elle n'est pas assez connue en fait dans le circuit. C'est pas un nom de compositeur, compositrice qui ressort facilement. On espère que l'avoir mis tout cela à l'ABN et d'avoir aussi sur Internet des sites comme Présente compositrice qui refait la liste en fait de tout son répertoire compositeur, aidera aussi à mieux la connaître. Comment tu dis le site ?
Présence compositrice. Présence compositrice, Oui. c'est ça? Qui Ok. est dans le site Présente compositrice, il y a une sorte de liste qui s'appelle Demander à Clara. Hmm. Et qui donne effectivement la liste des œuvres qu'ont fait les compositrices. Et donc si on tape son nom, on tombe sur toutes ces œuvres. Ah, il y a, pour le centenaire qui était en 2022, puisqu'elle est en 1922, il y a eu un disque qui est sorti. Il y a eu un disque qui est sorti effectivement pour son centenaire par l'association des amis d'Odette Gartenlaub, qui a été créée par Jean-Michel Ferrand, qui est lui-même compositeur, qui a été son élève, qui a été directeur du conservatoire du 12e et qui a écrit un livre aussi sur Odette Gartenlaub. Oui. Alors, c'est Jean-Michel Ferrand, donc, qui fait des conférences sur Odette. Donc, j'ai pu assister, c'est assez incroyable. Hein. Pendant 1h30, il parle d'Odette. Mais bon, c'est pas son fils, hein, mais il a plein d'anecdotes quand même sur sa vie, sur voilà, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a vécu. Voilà. Donc, c'était son élève, c'est ça? Voilà, c'était son élève. Et après, il a travaillé en tant qu'élève. Après, il a travaillé en tant qu'assistant. Et puis, au fur et à mesure, il l'a épaulé dans son travail. Et quand elle est partie à la retraite et que la classe de CA a fini par disparaître, donc il a fait autre chose, c'est-à-dire composer. Et puis aussi, il fait de la direction d'orchestre et il travaille beaucoup avec des orchestres beaucoup à Paris, mais aussi beaucoup en Chine et dans les pays de l'Est, en fait. Il voyage beaucoup. Ok. Et donc, toi, tu travailles avec lui pour l'association Odette c'est lui qui l'a créé oui. avec des anciens élèves fidèles d'Odette. Et en fait, effectivement, il y a des conférences qui ont été données et qui peuvent être données d'ailleurs un peu partout. Des expositions aussi avec des panneaux qui ont été faits il n'y a pas longtemps d'ailleurs au Conservatoire du 6e, arrondissement de Paris. Et donc c'est vrai que cette association veut effectivement développer la connaissance des œuvres d'Odette. Alors, donc, Jean-Michel Ferrand a écrit donc un livre sur Odette Gartenlaub qui est aux éditions de la Tour, c'est ça? Voilà, de la Tour France. Ouais, de la Tour Ça a été France. réédité nouvellement il y a très peu de temps chez de la Tour France. Et il va y avoir un nouveau disque aussi qui va sortir prochainement. Cette fois-ci, des œuvres de piano écrites par Odette Gartenlaub, mais jouées par les élèves du Conservatoire national supérieur de musique de Paris et de Lyon. Ok. Donc ça, c'est en cours. C'est en cours. C'est un disque qui va bientôt sortir. Bientôt sortir. Mais Et ça... il y a effectivement un disque qui est sorti sur... par contre, les œuvres jouées par Odette. Oui. Autrement, j'ai vu qu'il y avait quand même avant les années 70, il y a quand même une discographie où Odette joue. Oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, faire un disque, c'était très compliqué, très cher. Et donc, en fait, les gens n'en faisaient pas énormément. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a quand même. Mais il y en a quand même pas mal. Et puis aussi, il y a aussi des disques qui sont... Vous avez sûrement dû entendre jouer Odette Gartenlaub, mais dans des musiques de films, surtout de Georges Delerue.
Ok. Dans Trop belle pour toi, par exemple. Et là, c'est Odette qui joue ou c'est des musiques d'Odette? C'est Odette qui joue D'accord. au piano, oui. Dans quel film tu as dit? Trop belle pour toi. Trop belle pour toi. Après, il y a Le Cavaleur aussi, qui est un film de Broca, où toute la partie pianistique est jouée aussi par Odette. Donc il y a beaucoup d'endroits aussi où on peut l'entendre sans savoir que c'est elle. Hein. Oui. Donc, vous faites tous les ans au mois de janvier, vous faites une exposition, des conférences et des masterclass avec l'association Odette Gartenlaub. Donc, tous les mois de janvier, il y a un rendez-vous pour... Alors, au mois de janvier, ce qui s'est passé, c'est que au début de la classe de formation musicale, les professeurs étaient envoyés donc dans les conservatoires de région. Et ils étaient complètement isolés dans leur travail parce qu'ils se retrouvaient tout seuls, sans aide. Et donc, il avait été convenu qu'une fois par an, il y ait une réunion au domicile d'Odette Gartenlaub pour tous les professeurs puissent se regrouper, se revoir. D'abord parce qu'ils étaient de même promotion, donc ils étaient ravis de se revoir, et aussi pour parler de leurs difficultés, pour s'entraider, et donc pour aussi expliquer aux autres quelles avaient été leurs facilités et leur blocage en fait tout au long de l'année. Donc ça se passait le 3e dimanche de janvier. C'était une date où les gens pouvaient venir toute la journée. C'était porte ouverte en fait. Chez toi. Ouais, tout à fait. Et donc aujourd'hui aujourd'hui, on en fait l'année dernière. Oui, c'était à Paris 6 d'ailleurs. Conservatoire de Paris 6. Et là, on a fait aussi cette année, l'année dernière, on a fait donc une expo. Oui. Sur Odette Gartenlaub, qui a été proposée dans un conservatoire pour une meilleure connaissance en fait de ce qu'est aussi la formation musicale et son travail pour les futures générations, les plus petits, ceux qui ne la connaissent pas. En parlant des plus petits, des futures générations, donc toi, tu donnes des cours d'éveil musical. Qu'est-ce que tu fais alors? Oui, alors moi je propose des cours d'éveil musical pour les petits. J'ai beaucoup travaillé, longuement travaillé avec des crèches, des associations pour des petits de 2 ans, et puis aussi 3 ans, 4 ans. Et puis par la suite, par demande de parents, j'ai fait aussi de l'éveil piano pour les petits à partir de 5 ans, pour faire le lien entre l'éveil musical et la pratique d'un instrument, parce qu'en fait, c'est assez difficile de développer un apprentissage musical sur un instrument qui est quand même une chose externe à soi. Donc le rapport entre l'oreille, ce qu'on fait et ce qu'on entend est complètement différent quand c'est un instrument. Et souvent, même pour les adultes qui font de la musique, c'est assez difficile. C'est cette sorte de grand cercle qu'on doit tout le temps avoir entre ce qu'on ressent, ce qu'on doit jouer et la technique et la critique après qu'on peut avoir. Il faut s'écouter, il faut écouter et en même temps, voilà. Et c'est assez difficile de tout relier en même temps. Même les adultes peuvent vous dire que c'est très compliqué d'écouter les autres quand on joue soi-même.
Et donc, comment on peut trouver tes cours? Comment les parents de jeunes enfants peuvent... Là, je suis en déménagement, donc mes cours vont déménager aussi. Oui. Voilà, donc j'ai bientôt m'installer dans le 15e arrondissement. Et bon, l'association... Comment s'appelle l'association? L'association, elle s'appelle Polisson 2003. Polisson 2003. Ouais. Et comment on peut te trouver? Comment on peut me trouver? Ça, c'est une bonne question. Parce que j'ai fermé le site il n'y a pas longtemps. Donc, ok. Voilà. Donc, non, c'est beaucoup du bouche à oreille et puis des petits tracts. Sinon, il y a toujours le lien avec le site Odette Gartenlaub. Hein. Oui, si on écrit, on contacte le site d'Odette Gartenlaub, on peut écrire à Pascal Holtier. Okay. Tu verras les messages. Alors, on entend la musique de fin du générique. Donc, merci beaucoup Pascal d'être venu sur le plateau. C'était très agréable d'entendre ta voix, de nous parler comme ça de toi, de ta maman, de comment les musiciens vivent. C'était très très agréable. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi et à vous tous. Hein. Bonne soirée. Et donc, on espère que les noms des femmes seront sur les grandes affiches au même titre que Mozart, Bach et autres, Tchaïkovski. Alors, l'émission se termine ce soir et donc c'est Chemin de Traverse et c'est en direct tous les mercredis soirs à 22h sur la radio Cause Commune. La semaine prochaine, ce sera le mercredi 24 septembre à 22h et nous recevrons au micro de l'émission Bogdan Obraz. Ce sera Midi qui va animer cette émission avec Bogdan Obraz qui témoignera des relations franco-ukrainiennes franco-ukrainiennes et pour lequel il a écrit un roman qui s'appelle Kiev-Paris. Bogdan Obraz est ukrainien, il a grandi à Kiev et sa grand-mère, elle, est née en France. Nous espérons que cette émission vous a touché. Si c'est le cas, partagez le podcast qui va suivre avec les personnes que vous aimez. Vous pouvez vous abonner au podcast et à la lettre d'actu pour être au courant des prochaines émissions et des coulisses de Chemin de Traverse sur le site internet de causecommune.fm. Vous pouvez réagir aussi, donner votre avis, poser des questions, faire des suggestions, soit par le formulaire de contact, donc sur ce site, soit en répondant à notre questionnaire qui est à votre disposition sur la page internet de l'émission. Cela nous aide à mieux vous connaître, à améliorer l'émission et pourquoi pas à inviter des personnes que vous aurez envie d'entendre. Juste après, vous allez écouter l'émission qui s'appelle Minuit décousu sur Cause Commune. Donc l'émission Minuit décousu qui va donc en découdre ce soir avec le populisme et le mouvement du 10 septembre. On se donne rendez-vous donc pour une prochaine émission en direct mercredi prochain, le 17 septembre à 22h. Salut et solidarité.